Chers amis internautes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, une émission spéciale qui est dédiée à Jean-Marie Le Pen qui nous a quittés le 7 janvier, mardi 7 janvier 2025. Et pour en parler ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Yvan Benedetti et Bruno Gollnisch qui ont connu et accompagné pendant de longues années Monsieur Le Pen. Alors Bruno Gollnisch, Yvan Benedetti, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Bonsoir à tous. Alors, merci infiniment, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir autour de la figure de Jean-Marie Le Pen. Bruno Gollnisch, vous êtes un membre historique du Front National, ancien député à l'Assemblée et au Parlement européen. Vous avez été le directeur de campagne du Front National et notamment la campagne présidentielle de 2002. Et vous avez également été vice-président du Front National. Yvan Benedetti, vous êtes un militant infatigable de la cause nationale, du camp national. Vous avez été l'ami et l'élève, en quelque sorte, de Pierre Sidos. Et vous êtes chef du mouvement Les Nationalistes, ainsi que du mouvement belge Nation. Alors, sans plus attendre, Bruno Gollnisch, je sais que vous étiez hier aux obsèques de Jean-Marie Le Pen à la Trinité-sur-Mer. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette journée que j'imagine a été pleine d'émotions? Oui, c'était extrêmement émouvant. Ce sont des obsèques qui se sont déroulées en théorie dans la plus stricte intimité, mais en fait, il y avait un grand concours de peuple, comme l'on dit. Il y avait beaucoup de monde. Et plus que n'en pouvait contenir la petite église de la Trinité-sur-Mer. Et tous ces gens venus quand même dans le froid, parce qu'il ne faisait pas très chaud, même si le soleil brillait, rendre hommage à Jean-Marie Le Pen, c'était extrêmement émouvant. La messe a été très belle, avec beaucoup de chants traditionnels, de chants grégoriens aussi, et une chorale de jeunes gens bénévoles, mais qui chantaient vraiment très bien, et une participation fervente de l'Assemblée, messe célébrée par le curé de la Trinité-sur-Mer. Et puis ensuite, Jean-Marie Le Pen a été porté en procession, en quelque sorte, précédé par un bagad qui jouait du biniou, et il a été inhumé dans la tombe de ses parents, donc dans la tombe de ses grands-parents d'abord, de sa mère, de son père, dont il avait dû reconnaître le cadavre défiguré à l'âge de 14 ans, rejeté par la mer sur la grève de la Trinité-sur-Mer, parce que le bateau de ce patron pêcheur avait sauté sur une mine en pleine guerre, en pleine occupation. Donc, tout cela a été très digne et très émouvant. Je crois que vous avez vu Jean-Marie Le Pen peu de temps avant qu'il ne nous quitte. Oui, je le voyais régulièrement. J'allais chez lui régulièrement, à intervalles plus ou moins espacés, et je l'ai vu peu de temps avant sa mort. Il était en maison médicalisée, malheureusement il n'était plus autonome. Je voyais bien sûr qu'il déclinait, mais enfin, il a conservé son esprit jusqu'au dernier moment. Il m'a reconnu, il a plaisanté avec moi, et au détour d'une blague, il a commencé à citer Victor Hugo, le célèbre poème de Victor Hugo. Après les massacres de Kyo, le Turc est passé là, tout n'est que ruine et deuil, parce que justement nous parlions de la Turquie. Voilà. C'est vous dire que il est resté lucide jusqu'au bout, et il est resté jusqu'au bout plein d'humour, et il est resté jusqu'au bout l'homme de culture qu'il a été toute sa vie, bien différent de l'image déformée que l'on voudrait encore dans certains médias en donner aujourd'hui. Oui, la plupart des médias même. Et justement, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur Jean-Marie Le Pen, l'homme, avant de parler du monstre sacré de la politique française qui était Jean-Marie Le Pen. Vous qui l'avez côtoyé et qui avez été son ami et son compagnon de route pendant de longues années, qu'est-ce que vous oui, pendant plus de... Le Pen pendant 40 ans, oui, au moins, oui.
Quel genre d'homme était Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch? Pardon? Quel genre d'homme était Jean-Marie Le Pen dans le privé? Écoutez, c'était un homme assez exceptionnel parce que il dégageait un charisme. Et alors, le charisme, ça peut pas se mettre en équation. C'est très difficile. On l'a présenté comme un homme brutal, etc. C'était pas du tout le cas. Il savait se montrer extrêmement délicat et il observait les règles de la courtoisie, de la bienséance française. Il était volontiers impérieux quand il parlait de politique, quand il avait une analyse, il n'aimait pas trop qu'on le contredise. Mais enfin, il l'acceptait. Il l'acceptait. Il fallait à ce moment-là parler un peu plus fort que lui et dire mais si, moi je pense que voilà. Et on pouvait discuter avec lui. Et il était extraordinairement chaleureux. Il s'est soucié quelquefois des militants les plus humbles. Je pense à telle ou telle vieille dame qui était malade et à qui il venait rendre visite ou d'autres choses quand il en avait le temps et la possibilité, bien évidemment. Je pense aux heures qu'il passait à dédicacer ses ouvrages avec toujours un mot aimable pour tous les militants qui étaient venus assister à ces réunions publiques dans lesquelles il faisait régner une atmosphère électrisante, enthousiasmante évidemment par son verbe, parce que c'était indiscutablement un des meilleurs orateurs que la France ait eu depuis longtemps. C'était sans doute, je pense, le meilleur orateur de son temps. Et alors, c'est là d'ailleurs qu'il serait intéressant quand même de collationner un certain nombre de meetings, de réunions publiques, les réunions d'hommage à Jeanne d'Arc, les réunions électorales, enfin pour entendre ce qu'il disait. Parce que ses discours, ses interventions à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, tout ça, couvrent des dizaines et des dizaines de milliers de pages que certains, y compris parmi les moins mal intentionnés, voudraient réduire à 2 mots plus ou moins malheureux sur lesquels on ne cesse de gloser, ce qui est assez dérisoire et qui ne permet pas de comprendre l'œuvre et l'importance de cet homme et de sa doctrine. Tout à fait. Yvan, est-ce que tu peux nous porter ton témoignage sur ce que toi tu as pu vivre avec Jean-Marie Le Pen? Alors moi, contrairement à Bruno, que je salue avec beaucoup de respect, je n'étais pas un intime de Jean-Marie Le Pen. Je dois dire que je n'ai jamais été le péniste, même parce que la plus grande partie de ma vie politique, j'étais un adversaire, même si l'amour de la France nous réunissait. D'abord dans sa première période, je parle après la traversée du désert, quand il était plutôt libéral, quand il était allé aux États-Unis, serrer la main de Reagan, qu'il avait fait un discours devant le Congrès juif mondial. Puis ensuite, il y a eu un virage après le point de détail avec un positionnement à 180 degrés, notamment quand il y a eu la première guerre du Golfe, qui avait surpris beaucoup de cadres du Front National à l'époque, je m'en souviens. Ce qui fait que, si tu veux, alors que pourquoi je n'étais pas le péniste, parce que je suis de l'école de Pierre Sidos, plus révolutionnaire, plus nationaliste, là où Le Pen se définissait comme un national, électoraliste. Il a cherché pendant longtemps à la considération du système. Il comprenait pas pourquoi lui, qui avait-il dit, il avait réconcilié le camp national avec l'électoralisme, avec la démocratie, notamment au sortir de la guerre d'Algérie où les armes avaient parlé, le combat pour l'OAS, il ne comprenait pas pourquoi il avait été rejeté. Et dans ce virage ensuite,
Pierre Sidos, dans une conférence de presse à Orange, avait officiellement soutenu Jean-Marie Le Pen pour sa nouvelle politique. Ensuite, on a été adversaire quand j'ai adhéré au Front National pour soutenir Bruno Gollnisch, qui était injustement attaqué pour des propos sur la libre recherche en histoire. Il a même été chassé de l'université, ce qui était un scandale absolu. Et comme je militais à Lyon et que Bruno Gollnisch, en plus d'être une personnalité nationale, même internationale, avait un ancrage politique à Lyon, j'avais adhéré au Front National pour le soutenir. Et là, j'ai été un adversaire de Jean-Marie Le Pen, puisque s'ouvrait la période de la succession. Et je soutenais la candidature de Bruno Gollnisch contre celle de Marine Le Pen qu'a soutenue Jean-Marie Le Pen. Et ce qui fait que, en fait, on s'est retrouvé sur le tard, notamment quand il a été exclu du Front National, ce qui nous a rapprochés. Et avant, alors que j'évitais d'aller rencontrer Jean-Marie Le Pen, parce qu'il était vraiment simple d'accès, Bruno peut nous dire, il a rencontré un nombre très très important de personnalités, mais aussi de militants. Il était très accessible aux militants, il était très soucieux du militant, très respectueux du militant. J'évitais d'aller le rencontrer parce que quand vous rencontriez Jean-Marie Le Pen, vous étiez obligé de l'aimer. C'est ce que Bruno Gollnisch a dit en parlant de charisme. Cet homme avait un charisme certain. En plus, moi, ce qui me touchait, c'est cet esprit mili de fête et de combat, de chant, de rappels historiques. Et puis, Jean-Marie Le Pen avait tout à la fois la culture et l'intelligence, ce qui est rare de trouver cela chez un homme qui, en plus, était déterminé. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait le menhir. Rien semblait l'atteindre. Il a connu les attentats, il a connu les scissions, il a connu l'exclusion de son mouvement, et même sur le tard, un incendie, il a dû sauter par la fenêtre. On se demandait si la mort l'avait oublié. Vous savez, le mot je crois que c'est qualifiant de Fénelon, quelqu'un lui avait dit la mort semble vous avoir oublié, et il a répondu chut, chut, elle pourrait vous entendre. Ça me fait penser à Jean-Marie Le Pen. Cet homme-là, il avait reçu l'extrême onction à la fin de l'année dernière, et puis il avait ressuscité. On se disait, il a enterré la reine d'Angleterre, il a enterré Georges Marchais, il venait d'enterrer la Joigny, contre lequel il avait eu une joute verbale en explosant la Joigny façon pulse, comme on dit. Donc oui, cet homme était comme un aimant, et je dois dire que avec sa mort, toutes les faiblesses du lepénisme, tous les défauts s'effacent, et reste cet homme, et on peut voir sur des vidéos nombreuses qui sont partagées sur les réseaux sociaux le tempérament, la culture, et puis l'homme qui refusait de passer sous les fourches codines du système. C'était vraiment remarquable. Alors, avec le décès de Jean-Marie Le Pen, il y a quelque chose qui peut être un petit peu angoissant et qu'on pourrait appréhender, c'est la muséification de la mémoire de Le Pen et une forme de neutralisation au final des idées de Le Pen, avec peut-être de récupération aussi par certains médias pour en faire quelque chose d'inoffensif. Est-ce que vous craignez pas ça, messieurs Bruno Gollnisch? Non, pas vraiment, parce que ce que je vois plutôt, c'est que
encore une fois, les médias, même les mieux, les moins mauvais, même ceux qui ne sont pas, n'ont pas d'hostilité de principe, et qui ne sont pas totalement aux mains de la gauche et de l'extrême gauche, ce qui, dans le paysage audiovisuel et même dans la presse écrite, laisse assez peu de place. Mais même cela donne très volontiers dans les mêmes poncifs que l'on entend partout. Par exemple, il y en a un qui m'exaspère particulièrement, c'était un homme de provocation. Oui, il contestait quand même. J'ai entendu l'analyse d'Ivan Benedetti. Je ne souhaite pas, le lieu n'est pas ici de faire un débat avec lui. Bien sûr, je respecte tout à fait son analyse, mais c'était un homme qui a quand même affronté beaucoup de choses dans le système. Et alors, on disait des provocations, des dérapages, etc. Comme il disait lui-même, et quand on mène un combat de boxe, on prend des coups aussi, même si on est le vainqueur. Et certains de nos partisans voudraient que j'en sorte vainqueur, mais que que je reste bien coiffé, que je n'ai aucune trace, aucune séquelle, et que tout aille parfaitement bien. Bon, quand vous êtes un grand orateur, que vous parlez, que vous délivrez des centaines, des milliers de discours, etc., il peut arriver que vous prononciez un mot qui soit mal compris, ou qui vous soit défavorable, ou qui serve, comme disait l'Évangile, qui servent à ceux qui veulent vous perdre. Voilà. Bon. Mais, par exemple, une phrase qui m'exaspère, et c'est pas la plus ignominieuse de celles qu'on évoque dans la mémoire de Le Pen, c'est « il ne voulait pas du pouvoir ». Il ne voulait pas du pouvoir. C'est parfaitement absurde. Parfaitement absurde. Il a recherché à exercer les responsabilités du pouvoir pendant 60 ans. Enfin bon, il a, avec une persévérance absolument incroyable, fait d'une formation groupusculaire, et alors même que candidat à l'élection présidentielle en 1974, il avait recueilli moins de 1% des suffrages. Continuer le combat, continuer à structurer son appareil, continuer avec, bien sûr, l'aide de beaucoup. Je voudrais aussi évoquer la mémoire de Jean-Pierre Stirbois, qui a été le secrétaire général du Front National, qui a contribué à structurer le mouvement quand il y a eu, comme l'on dit, du vent dans les voiles. Et s'il y a eu du vent dans les voiles, c'est aussi grâce au succès, évidemment, que Stirbois avait remporté dans la ville de Dreux. Qu'un homme qui présente des candidats à toutes les élections, pas seulement à se présenter lui-même à l'élection présidentielle, pas seulement les élections législatives ou les élections européennes, mais les élections cantonales, mais les élections municipales, etc. Il ne voulait pas du pouvoir, et il me disait, il évoquait cette espèce de rengaine, et il me disait, tu vois, ils ont le culot de dire que je ne veux pas du pouvoir, comme si on me l'avait présenté sur un plat d'argent et que je l'eusse dédaigneusement refusé. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Et ce sont ceux-là même qui, par exemple, entre les deux tours de l'élection de 2002, pour l'empêcher d'accéder au pouvoir, il n'y avait pas beaucoup de chance qu'il gagne le deuxième tour pourtant, ont mis le pays en état de guerre civile, ont violé toutes les règles qui régissent la campagne présidentielle, et notamment l'entre-deux tours, règles constitutionnelles, la loi organique, la législation, les règlements, les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'époque, et qui ont mis le pays sans dessus-dessous, qui ont manifesté et organisé des manifestations souvent violentes d'ailleurs, contre les résultats d'une élection parfaitement paisible, légale, légitime, dans lesquelles il n'y a eu aucune fraude. C'est absurde de manifester contre une élection, ou alors il ne faut pas tenir
d'élection si on n'est pas, si on craint que le résultat ne soit pas favorable. Eh bien, ce sont ceux-là même qui ensuite viennent dire dans les colonnes de Libération, et pas seulement de Libération malheureusement, mais aussi du Figaro ou de CNews, ils ne voulaient pas du pouvoir. Voilà une ânerie totale qui n'est accréditée que parce que, encore une fois, en plus d'une occasion, il a eu des propos qui ont pu choquer, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il se désintéressait de la conquête du pouvoir. Il considérait même que, d'ailleurs, le pire crime pour des hommes politiques en place, pour des ministres, pour les présidents de la République, etc., c'était l'impuissance. C'était justement de ne pas pouvoir. Et il avait la volonté de réformer la France. Alors, dans un sens, c'est vrai, qui était plus... Alors, sur son libéralisme, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il avait fait sienne la formule de Reagan, n'est-ce pas? Je veux que l'État descende de mon dos et sorte sa main de ma poche. C'est-à-dire qu'il considérait, et moi je crois avec raison, que les prélèvements obligatoires en France avaient atteint un degré tel qu'ils paralysaient l'économie, décourageaient l'entreprise, pénalisaient face à la concurrence internationale, et qu'une grande partie de cet argent était gaspillé. C'est-à-dire qu'il était partisan de la restauration des libertés économiques contre le fiscalisme qui spolie, et il était bien placé pour en parler, et contre la bureaucratie qui paralyse. Mais il n'était pas libéral au sens philosophique du terme. Il n'était pas un libertarien. Il ne voulait pas ouvrir les frontières. Il considérait malgré tout que ce qui devait primer, c'était l'intérêt national. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, parce que c'est vrai qu'on entend souvent ce mythe de Le Pen ne veut pas le pouvoir. Et alors, dans votre développement, vous avez parlé de ce quart d'heure de haine qu'on a eu pendant la présidentielle de 2002, avec des rues déchaînées contre Le Pen. Et on constate qu'avec son décès, la même engeance s'est rendue dans les rues le soir même de son décès, dans une indécence crasse, pour célébrer le décès de Le Pen. Yvan, est-ce que tu as vu ces images, et qu'est-ce que tu pourrais en dire? Oui, ben ceux qui fêtaient de manière indigne la mort de Jean-Marie Le Pen, d'un homme, sont les héritiers de cette génération SOS Racisme, Touche pas à mon pote, toute cette génération qui a été manipulée, notamment les enfants d'immigrés qui ont été manipulés par quelques personnalités trotskistes pour servir le mitterrandisme et enfoncer une épine dans la jambe, la patte de la droite pour que l'union de la droite soit impossible, et ainsi François Mitterrand a pu régner sans partage pendant 15 ans. Mais je crois que tu parlais de fossilisation de l'image de Jean-Marie Le Pen, c'est impossible, parce que ce qui prévaut, c'est la diabolisation de Le Pen, diabolisation qui continue après sa mort. Et je dirais que pour ceux du système, il ne reste même que ceux-là de Jean-Marie Le Pen. À preuve, la une de Libération qui titre Maréchal le voilà. Donc, je pense, comme Bruno Gollnisch, que de toute façon, quoi que Jean-Marie Le Pen pouvait dire ou pouvait faire,
il y avait toujours ce procès d'intention, et s'il n'y avait pas eu de point de détail ou de dur à four crématoire, c'est insignifiant dans la carrière, comme je disais, la carrière si longue de Jean-Marie Le Pen, ils auraient trouvé autre chose. La preuve, il y a eu Carpentras. Carpentras, pour lequel Jean-Marie Le Pen, le Front National, Bruno Gollnisch et tous les militants du Front National n'y étaient pour strictement rien. Donc, je pense que c'est impossible de neutraliser Jean-Marie Le Pen mort, comme il était impossible de l'abattre vivant. Et je souscris totalement à ce que dit Bruno Gollnisch. C'est insupportable, ce procès d'intention. D'ailleurs, c'était à des fins politiciens, puisque ce sont ceux qui, à un moment donné, se sont séparés de Jean-Marie Le Pen, qui lui faisaient ce procès d'intention. Mais Jean-Marie Le Pen ne voulait pas du pouvoir pour lui, ça c'est certain. Ce qu'il voulait, c'est la victoire des idées. C'est la victoire des idées qu'il incarnait. Et s'il arrivait par travail, par bonheur et un peu de providence ou de chance à accéder au pouvoir, c'est parce qu'il avait imposé ses idées. Et donc, ce procès d'intention qui continue d'être fait à l'encontre de Le Pen, oui, c'était un homme hors du commun, mais il ne voulait pas le pouvoir. Je pense que Bruno a définitivement écarté ce reproche. Après, il reste encore aujourd'hui, j'ai vu certains qui targuer les manifestants qui célébraient le champagne, les accusés d'islamo-gauchisme, peut-être. Mais en tout cas, ce à quoi nous avons dû faire face toutes ces années, et que le Front National a combattu, que le camp national en général a combattu, c'est plutôt un judéo-immigrationnisme, puisque on sait dans quelle officine a été créé SOS Racisme. Et je dois dire même, pour en avoir discuté avec Jean-Marie Le Pen, il suspectait que l'affaire du point de détail avait été préparée et venait d'Israël pour éviter, justement, puisqu'il voulait préparer, en vue de la présidentielle de 88, il préparait un voyage en Israël qui a été torpillé par cette affaire du point de détail. Voilà. Alors, Jean-Marie Le Pen, quand il a quitté le Parlement européen, dans son discours de fin, a dit au parterre de députés à Bruxelles, à Strasbourg, que la postérité les maudirait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase. Oui, très bien. Jean-Marie Le Pen, lui, à l'inverse, était quand même très en avance, trop en avance. Il confessait lui-même être trop en avance sur son temps pour ne pas être combattu par le système. Jean-Marie Le Pen ne sera pas, à mon avis, maudit par la postérité. Je pense qu'avec le temps, c'est le caractère prophétique de ce qu'il a prêché pendant des décennies se vérifie de plus en plus tous les jours, notamment le basculement démographique, la submersion migratoire. Bien sûr. Je pense que voilà, effectivement, Bruxelles et Strasbourg seront maudits par la postérité, mais pensez-vous, messieurs, que d'ici quelques années, le caractère prophétique du discours de Jean-Marie Le Pen sera reconnu par la majorité? Là, ça dépend. Oui. Ça dépend parce que, vous savez, la phrase « l'histoire jugera, l'histoire me jugera », etc., j'en suis un peu revenu.
m'aperçois de plus en plus chaque jour que l'histoire est écrite en réalité par les vainqueurs. Bon, et donc je me demande qui sera vainqueur des combats que nous menons aujourd'hui. Est-ce que ce sera le mondialisme niveleur, destructeur des identités? Est-ce que ce sera au contraire un réveil des nations que Jean-Marie Le Pen a amorcé? Parce qu'il n'a pas simplement été un éveilleur du peuple français, il a été aussi un modèle pour beaucoup d'Européens qui considéraient le Front National véritablement comme un exemple à suivre. Et son nationalisme ne comportait pas d'agressivité de principe à l'égard d'aucun autre peuple ou d'aucune autre nation, contrairement à ce qu'on a voulu prétendre. Par conséquent, il y avait beaucoup de dirigeants politiques, mais aussi d'intellectuels, enfin de personnalités diverses, et même dans les populations, de gens ordinaires, dans les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine ou du Nord, et qui avaient parfaitement perçu que, comme ils défendaient l'identité française, implicitement, ils défendaient aussi leur identité et leur liberté, et celle des autres peuples, et que son combat était par conséquent parfaitement compatible avec des valeurs universelles. Et ça c'est très important. Alors j'espère que, comme je vois que ces forces progressent malgré tout, alors on peut dire ce qu'on veut, enfin je veux dire, Giorgia Meloni, c'est pas Jean-Marie Le Pen, le FPE, ça n'est pas le Front National ni le Rassemblement National, l'AFD, c'est encore autre chose, etc. Mais enfin, Orban, et que sais-je encore, le PIS, parti polonais, mais enfin, tous ces gens-là doivent quand même un peu quelque chose à Le Pen, où on rejoint ses analyses et ce qu'on appelle souvent d'un terme méprisant les populismes, c'est-à-dire des gens qui défendent les peuples. En réalité, les populistes européens progressent. Et ça fait très peur à Bruxelles, ça fait très peur dans beaucoup de chancelleries. Et alors, selon que ce sera ce réveil des nations qui l'emportera, ou pas, je pense que la présentation de la figure de Jean-Marie Le Pen sera différente, mais qu'il restera, et là j'adhère à l'analyse d'Yvan Benedetti, il restera malgré tout un pôle de contradiction. Il y aura des gens qui continueront de s'attaquer à sa mémoire, et pas seulement par les moyens les plus vils et les plus dérisoires, comme ceux qu'on a vus chez ces jeunes gens, là, dont je pense d'ailleurs que la plupart sont plutôt des bobos que des fils d'immigrés, d'ailleurs, assez curieusement. Mais ça reste à analyser. Voilà. Et je pense qu'on continuera d'attaquer sa mémoire, mais je pense qu'elle continuera aussi d'être un modèle, y compris pour des jeunes gens. Et ça, c'est un sujet de surprise pour moi et de satisfaction, qui ne l'ont pas connu, qui n'ont pas entendu ses discours, qui n'ont pas participé à ces meetings d'enthousiasme, mais qui se reconnaissent en lui. Oui, je dois vous dire que c'est mon cas, parce que moi-même, je n'ai jamais rencontré Jean-Marie Le Pen, mais la force d'attraction, vous disiez tout à l'heure que c'était un aimant. C'est vrai que pour le jeune militant que j'étais il y a déjà 10 ans, la figure de Jean-Marie Le Pen était extrêmement inspirante. Et vous avez raison, je pense, de dire que le terme populiste convient et il n'a rien d'infamant, parce que Jean-Marie Le Pen, c'était le peuple, tout simplement. Tout à fait. C'est un slogan qui restera. Et je pense à cette belle affiche à Marseille où il parle devant des milliers de personnes, et nous l'avions portraituré de dos. La photo a été prise de dos, on voit Le Pen devant ces milliers de personnes, et le slogan en dessous, c'était Le Pen, le peuple. Au stade Vélodrome. Tout à fait. C'est magnifique cette photo qui lui correspond bien d'ailleurs, oui, parce que là encore, lors de conversations, nous avions parlé de ce peuple qui nous désespérait beaucoup,
mais qui était pour lui le moteur de son action. C'est l'amour qu'il avait pour la France et son peuple qui constituait le moteur de son engagement de toujours. Le peuple est désespérant, le peuple ne veut pas entendre, peut-être faudrait-il lui donner quelques coups de pied au derrière, mais on ne peut cesser de l'aimer, et il faut l'aimer pour combattre et pour mener ce combat. Après, dans ce que peut représenter Jean-Marie Le Pen à l'avenir. Nul n'est prophète en son pays, mais je crois que profondément, on assiste au réveil des peuples. Et toutes ces mouvements que cite Bruno Gollnisch sont révélateurs, mais sur tous les continents aussi, hein. Et je le vois aussi en Afrique. Malheureusement, nous faisons les frais de ce réveil, mais parce que la diplomatie française et les représentants de grands pays qui est le nôtre a tourné le dos à sa civilisation. Et ces peuples-là qui aimaient la France nous le font payer. C'est un peu comme en Corse aussi, hein. Les Corses sont orgueilleux et ils ne peuvent pas servir ou aimer un pays qui n'est plus à la hauteur de ce qu'il a été et qui n'est plus respectable. Jean-Marie Le Pen me fait penser à Monseigneur Lefebvre, ces hommes hors du commun qui, à un moment donné, pour Monseigneur Lefebvre, qui a planté sa crosse, refusant, après avoir signé d'ailleurs, refusant les accords de Vatican II et cette évolution, ou Jean-Marie Le Pen qui a planté sa verbe et sa geste, refusant que la France soit dissoute dans une Union européenne qui est le cheval de Troie du mondialisme. C'est bien français, je trouve. C'est la preuve de notre pays à cette longue histoire, et c'est pour cela que je suis assez confiant en l'avenir. Je pense que la politique, ce sont des lignes de force avec des mouvements lents comme des plaques tectoniques, et je pense que les lignes de force se sont inversées quand il y a eu la trahison du traité de Lisbonne, où le non-référendum de la Constitution européenne l'avait emporté, et ce non d'un peuple qui ne veut pas mourir, d'un peuple non renié, n'est pas respecté, puisque Sarkozy alors a fait passer le traité devant une chambre de députés bien soumis, bien à la botte. Donc je pense que Jean-Marie Le Pen aura sa place dans un panthéon national ou nationaliste demain, et nous ferons tout pour cela. Très bien. Alors, avant de partager nos dernières réflexions, je crois savoir qu'un hommage sera rendu à Jean-Marie Le Pen le 16. Oui, le jeudi 16, oui, à l'église du Val-de-Grâce, qui est une église militaire, en quelque sorte, puisque c'était l'église d'un hôpital militaire. Et je crois que c'est une très belle église, mais je crains qu'elle ne puisse évidemment contenir tous ceux qui viendront. J'ai même des appels des gens qui veulent venir depuis le Japon. Oui. Incroyable. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas, si vous êtes en région parisienne, ce 16 janvier, n'hésitez pas à vous rendre à l'hommage à Jean-Marie Le Pen, qui cette fois-ci donc est un hommage public. Un hommage public qui sera rendu à 11h dans l'église du Val-de-Grâce. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y aura par ailleurs, en tout cas. Je crois qu'on aura intérêt à arriver en avance. Je pense que les rues seront noires de monde, et Jean-Marie Le Pen le mérite plus que n'importe quel autre politicien français. Voilà, je vais vous laisser dire un dernier mot, partager peut-être une dernière réflexion en la mémoire de Jean-Marie Le Pen avant de conclure cette émission.
Ouais, je voudrais juste peut-être faire quand même une observation en renfort de ce qu'a dit Yvan Benedetti sur le traité de Lisbonne, qui en fait est la constitution européenne rejetée par les Français et qu'on leur a fait passer par la voie parlementaire. Et ben, il se trouve que j'étais président de notre groupe parlementaire au Parlement européen et que, de façon tout à fait exceptionnelle, Monsieur Sarkozy est président de la République française et est venu à Strasbourg pour y faire un discours. Et que, comme le veut l'usage, après le discours, il rencontre les présidents de groupe. C'était un homme pressé, je crois qu'il mangeait un sandwich pendant la discussion, ou quelque chose comme ça. Bon, et moi je dis en direct à Nicolas Sarkozy, c'est pas quelque à propos qui m'a été rapporté, et je cite notre conversation au mot près. Je dis, mais enfin, Monsieur le Président, ce traité de Lisbonne, Monsieur Giscard d'Estaing, qui a été le père de la Constitution européenne, dit c'est ma Constitution européenne, c'est la même chose, simplement présentée différemment, dans des tiroirs différents. Le Premier ministre luxembourgeois, il sera plus tard président de la Commission, dit pareillement. Madame Merkel a dit, après l'échec du référendum français et néerlandais, let us change the wording and keep the substance. On va garder la substance et on va changer les mots. Bon. Tout le monde, tous les analystes sont d'accord pour dire que c'est exactement la même chose. Par conséquent, en vertu du bon principe de paralyse des formes et de justice, vous devez soumettre la ratification de ce traité au référendum. Si vous pensez que les Français ont changé d'avis, puisque la Constitution avait été soumise au référendum et que c'est la même chose que la Constitution, il faut encore avoir recours au référendum. Et là, Nicolas Sarkozy me répond, je ne le ferai pas parce que je ne suis pas sûr du résultat. Et il a ajouté, et si je le fais, Tony Blair, qui était à l'époque le Premier ministre britannique, Tony Blair sera obligé d'en faire autant, et là, je suis sûr du résultat, il sera négatif. Autrement dit, nous savons que le peuple est contre, et c'est la raison pour laquelle nous ne lui demandons pas son avis, on va se dispenser de son opinion et le faire passer simplement avec l'accord de ces élites dévoyées qui siègent dans les parlements respectifs. Voilà. Donc là, vous en avez une preuve, si j'ose dire, à l'état chimiquement pur. Voilà. Oui, et c'est une constante dans notre 5e République, j'ai l'impression. Oui. Et pas que en Europe aussi, puisque les élections en Roumanie, le peuple avait mal voté, donc ils ont annulé l'élection entre les deux tours. Donc absolument. Rien de nouveau sous le soleil. Sous un prétexte incroyable. Incroyable et faux, tout à fait. Alors voilà, messieurs, auriez-vous un dernier mot pour conclure cette émission en l'honneur de Jean-Marie Le Pen? Alors, je crois que cet homme cultivé, chaleureux, doit rester dans la mémoire des Français, et notamment des jeunes Français, pour tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait contre vents et marées, avec une persévérance dont il n'y a pas d'égal, pratiquement, dans l'histoire de notre pays. Yvan Benedetti? Oui, et si je puis me permettre, selon la vieille tradition de l'Ancien Régime, où à la mort du monarque, l'on s'exclamait le roi est mort, vive le roi. Il nous est difficile aujourd'hui de dire Le Pen est mort, vive Le Pen. Même si j'ai vu que sa fille ce soir, dans un mea culpa très profond, très difficile, disait qu'elle ne se pardonnerait jamais d'avoir exclu son père. Je comprends ces tourments. Je dirais pour toutes les générations d'aujourd'hui, Le Pen est mort, je suis Jean-Marie.
Donc, chers auditeurs, cette émission est désormais terminée. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas de rétribuer cette vidéo en mettant un pouce et en la partageant. Nous sommes Culture Populaire, un petit média autofinancé. Nous ne touchons de subventions de personnes. Donc, votre fidélité et votre soutien nous importe. À très bientôt et pour les plus croyants d'entre vous, adressez vos prières à Jean-Marie Le Pen. Bonne soirée.